Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission pour Off Investigation. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux enquêtes des journalistes sur les groupuscules d'extrême droite. Dans une époque où les idées fascistes prennent de plus en plus de place et sont même revendiquées dans les milieux les plus influents, il est important de connaître ces groupes, leurs modes d'action, leurs idéologies, et donc de mener l'enquête. Mais qui se tape le sale boulot ? À Paris, le 16 février, un groupe de néo-nazis a violemment attaqué un événement antifasciste qui projetait le film Z de Costa Gavras. Un militant de la CGT a été frappé et poignardé. Gravement blessé, il a été transporté à l'hôpital. L'agression a été filmée et elle est d'une rare violence. Pourtant, peu de médias et de politiques ont vraiment réagi à cet événement. Interrogé sur le sujet, le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau a répondu ce que répondent toujours les politiques de droite dans ces cas-là. En substance, ok, je condamne l'agression des nazis, mais je condamne surtout les antifascistes. Alors pour rappel, dans cette histoire et bien d'autres, les antifascistes accusés sont les victimes des néo-nazis agresseurs. Il y a un combat qui devrait nous réunir, c'est le combat contre la violence. C'est le combat contre le fascisme, contre le nazisme, contre l'extrême droite et aussi contre l'ultra-gauche. Attendez, c'est l'extrême droite. C'est des néo-nazis qui donnent des coups de couteau en pleine rue à des personnes qui sont juste contre le fascisme. Eh bien, je peux vous dire que mon bras ne faiblira pas lorsqu'il faudra dissoudre des groupes qui pratiquent la violence, d'où qu'ils viennent, de l'extrême droite comme de l'ultra-gauche. Croyez-moi, quand on aime la France, on rejette toute violence, d'où qu'elle vienne. En fait, c'est toujours pareil. On compare les groupes d'extrême droite qui s'en prennent à des gens, sont capables de préparer des attentats, de commettre des meurtres, et l'extrême gauche qui s'en prend surtout aux biens ou qui agit pour défendre les plus vulnérables. Une bonne fois pour toutes, c'est incomparable. C'est pas pareil de cramer une Tesla ou de poignarder des gens en bordel. Non seulement les grands médias n'en parlent pas, mais s'ils en parlent, ils minimisent. Pauline Bock a écrit un article pour Arrêt sur Image expliquant que le JT de TF1 n'avait même pas évoqué l'attaque, que ça n'avait pas non plus été couvert par LCI ou CNews, malgré leurs heures d'antenne et leur obsession des faits divers. De TF1 passant sous silence une telle attaque de l'extrême droite pour mieux tendre le micro à Retailleau, aux chaînes d'infos consacrant la majorité de leur temps aux politiques trumpistes pour mieux ignorer la violence de ces nazis revendiqués dans les rues de Paris, nombreux sont les médias à n'avoir pas pris la mesure de la décomplexion de l'extrême droite en France. Dans l'article d'Arrêt sur Image, on apprend également qu'Apolline de Malherbe a reçu Jordan Bardella 2 jours après les faits et ne l'a pas interrogé sur cette agression. Certains médias ne font plus le lien entre des groupes violents d'extrême droite et les partis. Pourtant, il y a quelques années, il était normal de demander des comptes au Front National sur les actions de l'extrême droite. Parce que faut bien se rappeler que tout ça, c'est lié. Écoutez par exemple cette interview de Marine Le Pen sur BFM TV en 2013, à la suite du meurtre du jeune militant Clément Méric par des néo-nazis liés au JNR, les jeunesses nationalistes révolutionnaires. Vous dites ne pas connaître les JNR, les jeunesses nationalistes révolutionnaires, mais vous connaissez son chef de file, Serge Ayoub ? Oui, mais je l'ai rencontré. Expliquez-nous alors en quoi est-ce que vous vous démarquez de ces groupes ? Vous vous dites, moi je ne suis pas à l'extrême droite de l'échiquier politique. Qu'est-ce que vous répétez Bon, le journaliste qui l'interroge là, Jean-François Aquili, va collaborer quelques années plus tard avec Jordan Bardella. Mais bref, à cette époque, il posait les questions qu'il fallait poser. Parce que les liens entre les groupuscules et le parti d'extrême droite sont encore forts aujourd'hui. Et c'est ce que démontrent les enquêtes dont on va parler. C'est pour ça qu'on utilise l'expression « l'extrême droite extra-parlementaire ». Parfois, vous entendez le terme « ultra-droite », qui est utilisé par la police, de plus en plus par les journalistes, et qui désignerait tous les groupes qui ne sont pas des partis politiques. Ce terme, c'est un piège, car il met de la distance entre le Rassemblement national, Reconquête, etc., et ces groupes radicaux, qui sont pourtant tous en relation. Pour vous la faire très rapidement, même s'ils sont formés de peu de militants, ces groupes sont nombreux. Éparpillés dans le pays, ils changent régulièrement de nom, et les membres peuvent passer facilement d'un groupuscule à un autre. On y distingue 3 courants majoritaires, les nationalistes révolutionnaires, les identitaires et les royalistes. Les groupes sont parfois dissous. Ils peuvent muter, fusionner ou se diviser. Par exemple, c'est du GUD, Groupe Union Défense, que va naître le Bastion Social, les Zouaves Paris ou Lyon Populaire. Après la dissolution de Génération Identitaire, arrivent les Remparts et Argos, et on peut encore citer l'Action Française, un des plus vieux groupes d'extrême droite, royaliste celui-là. Il existe toute une constellation d'idéologies, mais ils ont en commun une croyance en la décadence de la civilisation occidentale, sa possible chute à cause de l'immigration extra-européenne, l'idée d'une hiérarchie raciale, d'un darwinisme social, une demande d'autorité qui passera par la mise au pas, voire pour certains l'éradication des minorités et de ceux qui se mettent en travers de leur chemin. Ça, c'est pour leurs idées en gros. Mais si vous entendez parler d'eux,
c'est surtout pour leurs actions spectaculaires. Que ce soit les manifestations glaçantes, avec de grandes croix celtiques et des tatouages nazis, autorisés par la préfecture, contrairement aux manifs pour la Palestine, mais bref. Et vous avez peut-être entendu parler des agressions commises sur des femmes, des personnes LGBTI, des militants de gauche et surtout des agressions racistes. Le racisme, c'est pas qu'un concept dont on débat sur les plateaux télé, c'est 7 balles dans le dos d'Amar à Bobigny. C'est un étudiant de 19 ans jeté dans le canal à Montpellier, après avoir été insulté de sale arabe. C'est un homme traité de sale bougnoul, puis roulé de coups en bas de chez lui dans l'Ain. Puis toutes ces autres agressions anonymes. Il y avait un deuxième projet qui concernait l'empoisonnement potentiel de nourriture halal dans les supermarchés. Et le troisième type de projet consistait à se dire qu'il fallait véritablement attaquer à l'aide de grenades, voire d'armes, des musulmans dans la rue, simplement au faciès. Beaucoup d'agressions de l'extrême droite passent sous le radar des médias. Traitées comme de simples faits divers, il est rare que ça prenne véritablement de l'ampleur. Et c'est pour ça qu'on a besoin de journaux qui repolitisent ces crimes et qui mettent la lumière sur ce danger. Bon, mais alors qui mène ces enquêtes? Ici, on parle plutôt des journalistes. Mais il y a aussi bien sûr le travail des chercheurs. Et les deux travaillent ensemble parfois, ou en tout cas puisent chez les uns et les autres. Sans surprise, les médias qui enquêtent sur l'extrême droite sont surtout soit des journalistes classés à gauche, soit des médias indépendants, ou bien encore la presse locale. Il peut y avoir des exceptions, avec des enquêtes par exemple pour la télévision, à la fois dans le public et le privé, mais ça reste plutôt rare. Aujourd'hui, sur la couverture de l'extrême droite, on pense tout de suite à Street Press, un média en ligne qui aborde bien d'autres sujets, mais qui fait partie de ceux qui enquêtent le plus sur ces groupuscules radicaux. Ils documentent les actions et discours, mais aussi prennent le temps de présenter les protagonistes, de raconter l'histoire des mouvements, ce qui permet de comprendre comment se forment les groupes ou comment ils s'organisent. Les journalistes de Street Press ont aussi cartographié l'extrême droite, lancé une plateforme d'enquête participative sur le sujet, font des reportages très riches et bien sûr, ils mènent des enquêtes. Nous avons décidé d'enquêter sur chacun des 150 groupuscules néo-nazis identitaires ou intégristes du pays. Raconter aussi comment ils forment l'armée de l'ombre du Rassemblement national, des troupes de gros bras qui œuvrent à ces campagnes et trouver qui les finance. Les révélations sont très nombreuses, mais moi je tiens à vous parler des Faflix, des enquêtes par écrit et en vidéo, réalisées grâce à des documents et du contenu audiovisuel récupéré sur le téléphone d'un membre de la division Martel, un groupe de jeunes néo-nazis. C'est une source d'informations très importante qui nous permet de connaître leurs activités, leurs références, les cibles qu'ils visent et les membres du groupe. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, cette milice n'agit pas forcément dans l'ombre, car elle souhaite montrer ses actions violentes. Alors pourquoi prennent-ils le risque de se filmer? Parce que c'est leur meilleure arme de communication pour recruter. Les images servent ensuite à leur propagande. Écoutez comment ils évoquent leur stratégie de com. Moi, je suis pour qu'il n'y en ait qu'un seul qui l'encule. Voilà, que ce soit filmé et surtout qu'on prouve par la vidéo qu'on n'a pas besoin de se mettre à 10 sur 1 pour les enculer, ces sales fils de pute. Si on dit 1v1 tout le temps, on gagnera jamais, on va juste se faire piétiner la gueule. Ah non mais on s'en fout, dans la rue, si on en croise, évidemment qu'on va se mettre à 30 sur eux, y a pas de souci. Le truc c'est que vu que c'est filmé, si en plus on peut montrer qu'on n'est pas à 10, ça va être un plus pour le camp, pour notre camp je veux dire. Grâce à ces enquêtes, on voit bien que la violence est revendiquée. Mais les preuves audiovisuelles permettent de comprendre une stratégie de communication bien différente des faits. La communication, ça sert à recruter, mais aussi à diffuser leurs idées, et même à influencer les groupes parlementaires ou plus institutionnels. Parmi les médias qui couvrent beaucoup ces groupes d'extrême droite, on a Mediapart. Bon, vous l'aurez compris, c'est presque impossible de pas citer Mediapart dans cette émission. Alors c'est pareil, je vais pas m'amuser à vous lister leurs nombreuses révélations, mais on peut évoquer leur travail sur les liens qui unissent les partis et les groupuscules d'extrême droite. Et oui, avec Marine Turki, bien sûr. On trouve finalement des individus violents dans des structures comme Reconquête ou le Rassemblement national, qui vont même parfois les faire le coup de poing sous d'autres bannières, tout en ayant leur carte dans ces partis. Et puis à l'inverse, on trouve des groupes qui sont idéologiquement extrêmement radicaux, très à l'extrême droite, et qui en même temps ne vont pas recourir à des méthodes violentes. Il faut aussi saluer le travail du journal Libération sur l'extrême droite. Là aussi, il y a beaucoup de suivi, notamment avec la newsletter Frontal. Des révélations qui sont faites et qui ont des répercussions, comme par exemple la dissolution du GUD en 2024, des révélations aussi sur les opinions racistes et antisémites de certains collaborateurs du RN, et là encore leur lien avec des groupuscules. Ça a certainement eu une influence sur le résultat des élections législatives de juin 2024. On pense en fait à toutes les enquêtes sur les candidats du RN lors de ces législatives. Beaucoup avaient été menées par la presse locale et régionale. Effectivement, cette presse a beaucoup d'importance pour la couverture de l'extrême droite en général, et les journalistes sont plus exposés que ceux qui peuvent se fondre dans les grandes villes. Je voudrais évoquer rue 89 Lyon. La ville de Lyon, c'est un point de rencontre des extrêmes droite du pays, et le journal documente et enquête sur ces lieux, ces événements et ces groupes depuis des années. Leurs journalistes se font menacer dans la rue et jusqu'à leur domicile.
D'ailleurs, pour cette émission, je suis partagée entre citer les noms des journalistes à aller suivre et en même temps ne pas faire une liste. Bien que tout soit public, certains d'entre eux se sont mis en retrait. Que ce soit à Rue 89, Libé, Mediapart, Street Press et d'autres, les journalistes spécialistes de l'extrême droite, comme les chercheurs, sont régulièrement menacés en ligne et sur le terrain, surtout qu'ils ne sont pas si nombreux. C'est dangereux de parler de ces groupes, de couvrir leurs manifestations. Vous l'avez compris, ils sont très violents et cherchent en permanence à intimider ou à agresser. Je peux recevoir parfois plusieurs centaines de messages en quelques heures à peine. Des messages qui me ciblent moi, mais aussi qui vont cibler certains de mes proches. Des membres de ma famille qui vont être menacés de mort. Quand je montre une vidéo, on voit des soutiens d'Éric Zemmour s'entraîner au tir dans une forêt sur une caricature de musulmans, sur une caricature de noirs, sur une caricature de juifs, et on voit ces mêmes soutiens ensuite en photo coller des affiches du candidat Éric Zemmour, ça ne rend pas service à Éric Zemmour et ça ne rend pas service à l'extrême droite. Les menaces de mort et de viol sont courantes, jusque parfois au domicile des personnes ou devant leurs enfants. Certains journalistes sont fichés, voire même surveillés et suivis. Il y a du cyberharcèlement, parfois la révélation de la vie privée, la divulgation de leurs informations personnelles, voire même de leur adresse postale. Les femmes subissent des attaques sexistes d'une grande violence. C'est aussi le cas bien sûr pour tous les journalistes qui ne sont pas blancs et qui sont victimes de racisme. Pour ce qui est des grandes figures des partis politiques, ils utilisent plutôt l'attaque judiciaire contre la presse. Mais leurs proches, comme Axel Lousteau ou Bruno Gollnisch, n'hésitent pas à agresser physiquement des journalistes dans la rue. Comme les syndicalistes, les militants antifascistes et antiracistes, les journalistes sont pris pour cible. Mediapart est particulièrement visé mais ne fait pas exception. Dans cet article, un journaliste indépendant évoque aussi la dangerosité des influenceurs de la fachosphère, capables d'inciter leur communauté à aller harceler, voire agresser un journaliste. Ceux qui me font vraiment peur, ce ne sont pas les militants des groupes politiques constitués que l'on rencontre sur le terrain, même s'ils ont pu développer une forme de sentiment d'impunité. C'est le radicalisé en ligne, qui s'est socialisé à la violence sur Internet et qui dit qu'il y a peut-être un journaliste à se faire. En l'occurrence, il y a déjà des cibles collées sur des têtes de collègues. Papacito, dans l'une de ses vidéos, parle d'une purge où il cite explicitement des médias comme Libération, Télérama, Mediapart, etc. Pierre Plotu et Maxime Massé, qui font un énorme travail d'enquête à Libération, ont également témoigné de ces menaces sur France Inter en 2022. Ici, ils parlent de l'influenceur Papacito. Il y aurait un effondrement, ou en tout cas qui viendrait et qui serait imminent. Il l'explique, se demande à lui-même s'il est prêt pour cet effondrement, oui, et il précise immédiatement que une des premières choses qu'il fera, si ce n'est la première, c'est de venir me chercher chez moi, précisant qu'il a mon adresse et avec de l'équipement. Vous l'aurez compris, ce n'est pas un sujet à prendre à la légère, et vous remarquerez que les attaques contre la presse ne sont jamais condamnées par les politiques et les médias de droite. On sait aussi que la justice ne prend pas non plus ces menaces au sérieux, comme l'expliquait Maxime Massé. Un truc très intéressant que dit Abel Mestre. Abel Mestre, c'est le grand journaliste qui a travaillé sur l'extrême droite au monde. Il dit qu'il a porté plainte systématiquement, qu'il a reçu des menaces, et ça n'a strictement rien donné. Mais rien, jamais, en fait. Et on imagine qu'Abel Mestre, il a dû recevoir des dizaines, voire des centaines de menaces de mort et de menaces d'agression physique. Et c'est ça qui est scandaleux, en fait. C'est que, effectivement, il y a probablement un peu de... Enfin, c'est malheureux à dire ce que je veux dire, mais un peu d'esbrouf de la part de militants d'extrême droite, mais que quand c'est effectivement de vraies menaces, il n'y a aucune réponse judiciaire. Bon, mais alors, comment on enquête sur ces groupes d'extrême droite? Une des façons de faire est la recherche de données en ligne, de documents, d'analyses d'images. Il y a aussi des témoignages, bien sûr, et très rarement, des entretiens avec les personnes concernées. Les membres de l'extrême droite se méfient beaucoup des journalistes et n'acceptent de les rencontrer parfois que pour leur demander des comptes ou bien dans le but de lisser leur image. Par exemple, il peut arriver que des membres de ces groupes acceptent les caméras. C'était notamment le cas avec les équipes de BFM TV l'année dernière pour le reportage « L'infiltré au cœur de l'ultra-droite ». 3 militants nous accueillent. 2 sont étudiants en histoire et en gestion, un travaille dans la communication. Ils étaient présents lors des réunions filmées en caméra cachée. Ils nous ont demandé de rester anonymes. Et parfois, ils sont carrément à visage découvert, comme dans le très bon documentaire d'Arte, White Power, au cœur de l'extrême droite européenne, où on peut voir 2 membres de Lyon Populaire. Issus du GUD, toujours dans la mouvance nationaliste révolutionnaire. À sa tête, Elliot Bertin est considéré comme volontiers violent. Il tente aujourd'hui d'assagir son image pour élargir sa base militante. Nous, aujourd'hui, on se situe plutôt dans une démarche d'aller à notre peuple, de le comprendre, de l'accompagner. Devant les caméras en évidence, ils pèsent leurs mots. Ils veulent redorer l'image de leur groupe et de leurs idées. Mais on le sait, ils sont bien plus radicaux et dangereux que ça. Alors comment le prouver? Il existe une pratique très impressionnante et très efficace,
l'infiltration. La façon la plus sûre de s'infiltrer, c'est dans les groupes de messagerie utilisés comme WhatsApp ou Telegram, qui permet de lire leurs discussions et d'accéder aux documents qu'ils partagent. Mais certains journalistes sont allés jusqu'à se faire recruter par un groupe et le rencontrer. Le média Al Jazeera a diffusé en 2018 une impressionnante enquête en 2 parties sur le groupe Génération Identitaire et ses liens avec le Rassemblement National. Le reportage s'appelle Generation 8. Un de leurs journalistes a infiltré pendant 6 mois un groupe militant à Lille et a passé beaucoup de temps dans le bar identitaire, la Citadelle. Tu bosses ton Canal+. Ah, pire que ça, France Télévisions. Le journaliste infiltré portait une caméra cachée ou des micros qui lui ont permis de récolter des preuves d'actions violentes menées par Génération Identitaire, comme une agression raciste. Falaise strikes. C'est une rebeu la meuf là que t'as frappé? Ah ouais, une grosse choumette dans sa gueule. Les enregistrements permettent de démontrer les vraies idées et projets du groupe. Des propos racistes et antisémites sont enregistrés. Les militants parlent de leurs armes, se vantent de leurs exploits qui sont des agressions, et puis ils racontent aussi des envies d'attentats qui les traversent. Malgré leur communication, leur niveau de violence et de dangerosité est prouvé. Canal, c'est contre qui? Une mosquée, n'importe quoi. Même voiture bélier, je prends ma voiture. Bam! Allez! Je vais là-bas, mais je te fais un carnage. Charlie Hebdo à côté, c'est de la piste de chien. Marché de Boisienne, c'est où il y a tous les ignobles de Lille qui... Bon, tu voles un dimanche en voiture, mais tu fais un bordel. Grâce à cette enquête, les journalistes ont également pu montrer les liens de ce groupe avec les autres groupuscules comme le GUD ou l'Action française, la proximité de tous avec des néo-nazis, mais surtout les relations qu'ils entretiennent avec les partis politiques, voire parfois les responsabilités qu'ils ont au Rassemblement National. La plupart des députés frontistes, comme la plupart, on va dire, des cadres du groupe, sont identitaires. Simplement, aujourd'hui, on a une ligne qui nous demande d'éviter de suivre la ligne identitaire. Au-delà des révélations les plus crues, ce film montre l'importance d'un endroit comme le bar La Citadelle à Lille, l'importance de ces lieux de sociabilisation, de recrutement, de formation. C'est d'ailleurs après la diffusion de ce documentaire que le bar a fermé. Les locaux comme La Citadelle permettent à ces groupes de s'organiser et de diffuser leurs idées. À Lyon, le local avec un bar et une salle de boxe de Génération Identitaire, puis du groupe Les Remparts, est resté ouvert pendant 13 ans. On sait que les dissolutions sont inefficaces, voire parfois radicalisent les groupes. Mais la fermeture des locaux, c'est une urgence absolue. Couvrir l'extrême droite, c'est affronter une certaine violence politique, mettre la lumière sur un projet suprémaciste, des crimes haineux et des idées d'attentats. Mais c'est aussi informer sur des idéologies, montrer la porosité entre les groupuscules et les partis politiques déterminés à prendre le pouvoir. C'est un travail indispensable qu'il faut suivre et soutenir. À l'origine de ce voyage, j'imaginais filmer l'ultra-droite. Mais il n'y a pas d'ultra-droite. Il n'y a qu'un écosystème de droites extrêmes solidaires entre elles. Plus qu'un écosystème, une famille qui partage un même projet inégalitaire. Comme c'est un vaste sujet, on termine comme d'habitude avec des recos de livres, limités là aussi aux plus récents, parce qu'il y a pas mal d'ouvrages sur le sujet. D'abord, le très bon Drapeau noir, jeunesse blanche, enquête sur le renouveau de l'extrême droite radicale de Sébastien Bourdon. Plus au niveau local, Lyon et ses extrêmes droites d'Alain Chevarin. Et plus généralement, même s'il ne parle pas que de groupuscules, je vous recommande les livres des journalistes spécialisés qui sont sortis cette année. Et nous on se retrouve le mois prochain pour parler d'autres enquêtes journalistiques. Et en attendant, n'hésitez pas à faire un don régulier à Off Investigation si vous le pouvez, ça nous permet de mener nos propres enquêtes. Merci.